On se retrouve pour un panel passionnant, puisqu'on va parler de rentabilité. Je pense que c'est ce qui vous intéresse, un mot qui est vraiment sur toutes les bouches en ce moment, sur toutes les lèvres. Il faut dire que le contexte est difficile. Pour rappel, les levées de fonds des fintechs ont baissé de 75% par rapport à l'année dernière. Donc maintenant, l'écosystème est vraiment appelé à aller vers la rentabilité. Et 28% des fintechs sont déjà rentables selon l'étude de France Fintech et BPI France qui a été dévoilée. Et on a de la chance puisqu'on a ici 4 dirigeants avec nous qui ont justement une entreprise qui est déjà rentable. Donc je vais faire les présentations. Nous avons Pierre-Antoine Dussoulier, CEO de Demand First, Damien Garbon-Prez, président de Lemonway, Ignacio Saint-Iglesias, qui est directeur général de Veracash, et Maxime Dick, qui est cofondateur de Time. Et donc la rentabilité, a priori, c'est pas une solution miracle. Quelles sont vos stratégies pour y arriver? Ignacio, peut-être on peut commencer par vous. Bonjour à tous. Quelle stratégie pour Veracash, grâce à laquelle on est devenu rentable? Eh bien, Veracash, même si je n'ai pas le droit de le dire comme ça, est une sorte de néobanque. On va dire que Veracash propose un compte et une carte de paiement adossé à des métaux précieux physiques, 100% physiques. Alors, notre idée de la rentabilité, notre idée de business, c'était plutôt de se dire, nous connaissons notre métier de base, on fait partie d'un groupe, le groupe coffre.com. Nous connaissons notre manière de gagner de l'argent sur l'or et l'argent métal, à la vente, à l'achat et au stockage. Maintenant, on souhaite utiliser donc ces forces pour proposer un produit qui rend ces métaux précieux physiques liquides. Et c'est là où on a trouvé comme idée de s'associer à aujourd'hui une société qui s'appelle Trésor pour proposer des services de paiement. Donc nous sommes rentables parce que nous avons un business model inhérent à notre activité, qui est les métaux précieux, et tout le reste, on se permet de proposer des services de paiement puisqu'on est rentable, sans s'attendre la rentabilité grâce au fait de proposer ces services. Très bien, et puis surtout, ce que vous disiez, c'est que vous ne cherchez pas à prendre la place de leader, c'est la croissance raisonnée plutôt qui vous a guidé? Nous sommes fidèles aux raisons qui nous ont amenés à proposer ces services et nous acceptons même de voir comment certains leaders du marché des cartes de paiement ou des comptes néobancaires, si on peut le dire comme ça, que je ne citerai pas, mais vous allez voir, nous acceptons, nous assumons que d'autres concurrents proposent de l'or aussi, des métaux précieux, parce que ils ne le proposent pas comme nous. Nous proposons des métaux précieux vraiment physiques qui sont stockés au port franc de Genève, qui sont audités régulièrement par un cabinet d'audit externe et par nos propres clients. J'en parlerai tout à l'heure de mes clients. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je laisse quand même mes concurrents proposer de leur papier parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ok, Maxime, c'est quelque chose que vous partagez. Quelle est votre vision de la rentabilité? Quelle a été votre stratégie? Alors nous, en fait, chez Time, on est 250, on existe depuis 2015 et on n'a jamais levé de fonds. Donc en fait, on s'est toujours mis dans un mode de survie depuis le premier jour. Assez vite, même très vite, on a trouvé des clients, donc on a été très vite rentable et on a su, avec l'équipe de cofondateurs, on se connaissait déjà bien, donc on a su construire un produit qu'on a réussi à vendre très rapidement, ce qui nous a permis de grossir, d'accumuler du cash, etc. Et petit à petit, on a grossi de façon très basique, en fait, par le chiffre d'affaires de nos clients ou par de l'emprunt à peu près classique. Et tout ça s'est fait petit à petit. Pourquoi on a voulu le faire petit à petit? Parce qu'on est dans un marché, nous de la comptabilité, grosso modo, qui est un marché d'équipement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore énormément d'entreprises qui sont peu ou pas équipées, ou même les cabinets comptables ont des solutions globalement anciennes. Donc il y a un vrai marché à renouveler et c'est un marché avec une vraie latence. Les prises de décision sont longues, on a des fois des cycles de vente où beaucoup d'associés qui sont impliqués. Donc en fait, la vision hégémonique, elle n'a pas tellement lieu chez nous, elle n'a jamais eu lieu dans notre marché quasiment, donc on n'a jamais adhéré à cette situation-là. Je pense que c'est une question d'attitude. On a dans les cofondateurs, je le disais, 5 experts rentables. Bon, c'est plutôt connu, ils ont des oursins dans les poches. Donc chaque euro est bien réfléchi, chaque feature est mesuré d'un point de vue
impact financier. On sait bien souvent combien coûte une feature, mais pas souvent combien elle va rapporter. Donc on essaye de développer en conséquence. Voilà. Et après, ça passe par d'autres choses. On a une attitude vraiment full stack avec des équipes qui sont assez polyvalentes et des petites équipes. Parce que dans une équipe de 15, c'est facile de se planquer. Dans une équipe de 5, c'est un peu moins facile. Donc voilà, donc on essaye d'être à la bonne taille. D'accord, donc plutôt la sobriété, j'ai envie de dire. Exactement. Damien, c'est pas du tout le parcours que vous avez eu. Vous pouvez nous le raconter un petit peu? Donc les Monway, établissement de paiement au service des marketplaces, B2C, B2B, la finance alternative. En effet, on a mis du temps à être rentable. Alors, au départ, on l'était, c'est ça le plus incroyable. On l'a été pendant 10 ans et puis ensuite, on s'est mis à lever de l'argent. Et lever de l'argent, ça veut dire en perdre. Parce qu'évidemment, vous l'investissez, donc vous le perdez. Et comme vous perdez de l'argent et que vous êtes régulé par la Banque de France, il faut vite aller en relever. Et en fait, vous rentrez dans un cercle vicieux. Et on aura mis des années à en sortir. Et donc, on en est sorti parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, on perdait la majorité de la boîte. Donc, vous remarquerez qu'on est tous dans le B2B. Moi, je suis aussi business angel. Et je vous avouerai qu'il est plus facile d'être rentable quand on est dans des modèles récurrents, B2B, dans le digital. La difficulté pour les fintechs qui sont ici, en général, c'est qu'elles interviennent sur un marché européen. Et de monter la marche européenne, c'est une opportunité extraordinaire, mais ça a un coût. Et ce qui explique qu'il faille bien au départ lever de l'argent, y accéder, mais il faut vite sortir de ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Pierre-Antoine, c'est une vision que vous partagez? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Damien, parce que moi je me souviens, quand j'ai créé IBAN First, d'avoir regardé sur société.com les résultats de Lemonway, qui était un des premiers PSP en fait en France. Donc il ouvrait la voie sur cette activité des prestataires de services de paiement. Et je me souviens en effet, c'était une société qui faisait 3 millions, 4 millions d'euros de revenus, qui grossissait doucement et qui dégageait 1 million par an, des trucs comme ça. Donc qui était sympathique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu lèves du cash, là tu n'es plus rentable du tout, mais tu grossis plus vite aussi. Donc il faut trouver ce bon équilibre entre les deux, entre la croissance et la rentabilité. Et moi je pense qu'ici, tout le monde est plus ou moins entrepreneur, tout le monde travaille dans des fintechs. Et ce qui est important, je pense, aujourd'hui, lorsqu'on entreprend dans cet univers, c'est bien penser dès le départ à faire un business dans lequel on peut gagner de l'argent à un moment donné. Parce qu'en fait, c'est facile de trouver des pains dans le milieu financier. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui fonctionnent mal dans les banques ou dans tout ce qui est services financiers. Franchement, c'est très facile de trouver quelque chose à résoudre. Mais ce qui est important, c'est en même temps qu'on trouve quelque chose à résoudre, trouver quelque chose à résoudre qui est rentable. Parce qu'en fait, in fine, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent mal dans les banques ou les institutions financières parce que en fait, ce n'est pas des choses qui sont rentables et que les banques donnent gratuitement parce que c'est arrivé comme ça et avec l'évolution des business models bancaires. Et donc, de résoudre ce problème-là et de ne pas pouvoir le faire payer, in fine, c'est pas bon lorsqu'on veut créer une société qui va perdurer. Donc, nous, chez IBAN First, on fait du paiement à l'international, cross-border pour des entreprises. Nos clients, c'est des PME qui veulent payer leurs fournisseurs à l'autre bout de la planète dans une autre devise que l'euro. Et en fait, on a cette composante change qui est très importante pour nous et pour nos clients, parce qu'on sait que sur ce change, on peut faire gagner beaucoup d'argent à nos clients et en même temps, on peut avoir une marge qui nous permet d'être rentable. Mais du coup, c'est pour ça qu'on fait absolument, nos clients sont absolument des PME à l'international qui font du change. À un moment donné, on s'est posé la question à ouvrir un peu plus notre offre et avoir aussi des entreprises, des clients entreprises qui feraient que de l'euro. Et on n'a pas trouvé à ce moment-là qu'il y avait un business model assez intéressant pour nous. Et du coup, on a un peu pivoté et on est revenu que sur un business avec des entreprises qui font du paiement à l'international. Très bien, effectivement, Maxime, vous le disiez, vous n'avez pas levé de fonds. Vous pensez que c'est vraiment une stratégie à adopter pour atteindre la rentabilité ? Je ne sais pas si c'en est une, en tout cas ça a été la nôtre et ça se passe plutôt bien. On a toujours, nous, lutté pour ça. En fait, c'est pas si simple. Et d'ailleurs, il y a 2-3 ans, je pense que cette table ronde, elle n'aurait pas forcément eu lieu. Les médias s'intéressaient qu'aux boîtes qui avaient levé et c'était pas simple d'exister pour nous par rapport à ça. Je me souviens de table ronde où on me disait vous avez quoi comme gage de pérennité à donner versus ceux qui ont levé ? En fait, on est rentable. Je ne peux pas vous dire beaucoup mieux. Donc, lever des fonds permet effectivement d'accélérer. Le problème, c'est que ça impose d'accélérer aussi
parfois à une vitesse déraisonnable ou d'aller sur des marchés qu'on ne maîtrise pas. Moi, je sais faire de la compta en France, je ne sais pas la faire ne serait-ce qu'en Belgique, en Suisse ou dans tous les pays limitrophes. La bonne nouvelle, c'est qu'eux non plus, donc c'est aussi pour ça qu'on a assez peu d'acteurs étrangers qui s'immiscent sur notre secteur. Donc c'est aussi une histoire de philosophie. Nous, notre but, c'était pas de tout casser en 6 mois de temps, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans, 20 ans, etc. On s'imagine quand même bosser encore ensemble. Donc voilà, c'était pour nous la meilleure façon d'avoir une pérennité et une longévité. Ignacio aussi, vous avez levé des fonds, mais auprès de vos clients, c'est plus particulier. C'est tout à fait ça. Disons qu'avec du recul, je pense qu'on a eu de la chance, parce que pendant 2-3 ans, on a cherché à lever des fonds de manière, j'ai envie de dire, classique, hein, comme n'importe quelle fintech. Et je pense que la singularité de notre proposition, de notre offre, de notre activité, il n'y a pas de concurrence directe en France et très peu ailleurs. Mais ça a fait qu'à chaque fois, les leveurs de fonds me demandaient combien de milliers de clients vous avez. Ça n'est pas tant que ça, en fait. Bon, mais OK, next. Et cela nous a permis d'amener cette réflexion qui, de mieux que nos clients, connaissent ce que l'on sait faire, les garanties qu'on propose, etc. Et donc, on a fait une première petite levée de fonds de moins d'1 million d'euros avec une plateforme de crowdfunding, de crowd equity du Bordelais. Et ensuite, on a fait quelque chose de similaire pour aller aux alentours de 2 millions d'euros avec encore nos clients, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes clients, ils détiennent quand même 12% du capital de la société. Et voilà, et juste pour reprendre un peu les propos de nos amis, effectivement, je pense qu'il faut quand même avoir cette ambition et cette recherche de rentabilité à un moment donné, mais ça demande aussi de la patience, de la sérénité. Il ne faut pas vouloir aller beaucoup trop vite, parce que sinon on peut se retrouver avec des problèmes, un peu comme disait Damien. Effectivement, Damien, vous partagez le fait que vous avez levé beaucoup d'argent plusieurs fois. Comment vous êtes sorti de ça au final ? Donc, avant ça, j'aimerais quand même expliquer que lever de l'argent, j'aimerais quand même expliquer, parce que je trouve que la presse ne le fait pas assez, le mécanisme des actions de préférence. Pourquoi lever de l'argent, finalement, détruit de la valeur ? On l'a dit, on embrasse trop, donc on ne peut pas être focus. On embrasse aussi des marchés, des métiers, comme tu disais, qui ne seront jamais rentables. Moi-même, j'étais business angel dans le paiement mobile, chez Popkin. J'étais bien content que le Crédit Mutuel Arkéa le rachète, parce que plus ça marchait, et plus nos pertes augmentaient. Le modèle économique était mauvais. On ne peut pas offrir quelque chose qu'on paie. Si on offre des transactions gratuites de P2P, alors qu'on les achète aux banques, et c'est normal qu'elles nous le facturent, c'est pas un modèle, ça. Donc c'est pas parce qu'on a levé que ça deviendra rentable un jour. D'accord ? Donc ça, c'est une erreur. Ensuite, on dépense de l'argent, comme j'ai dit. Donc c'est trop vite. Trop vite. On manque de concentration. Et puis, il y a ces actions de préférence qui sont émises versus les actions ordinaires, détenues par le management et les business angels, que je suis. Alors voilà comment ça se passe. Lors de l'exit, tant que vous n'aurez pas atteint l'objectif de multiple du fonds, qu'il a signé avec lui, qui a signé avec vous un multiple par exemple de 2, tant qu'il n'aura pas fait 2 fois la mise, eh bien, il va piocher dans finalement ce qu'auraient pu gagner les actions ordinaires, et ça sert de matelas, de sécurité. En d'autres mots, lorsque le marché est baissier, toutes les licornes françaises ne généreront aucun profit pour les fondateurs. Et c'est bien regrettable au bout de 10 ans de travail. Donc moi, je déplore. Alors comment on a fait ça ? Nous, ça a été très, très simple. Il faut accepter de couper les effectifs. Donc on a laissé partir un quart des effectifs. On a renégocié tous les contrats pour baisser les dépenses. Par exemple, tout le monde utilise Google et Microsoft. Honnêtement, c'est un doublon. Et les deux augmentent leur prix. Donc il faut accepter d'en laisser tomber un. Il faut négocier tous les contrats. Il faut aussi augmenter les revenus, faire une analyse du portefeuille de clients et augmenter les tarifs. Il n'y a pas de raison de donner gratuitement un service. Aujourd'hui, nous, on offre 2 services, le paiement et la conformité. Et on aura mis 10 ans avant de facturer la conformité qui nous coûte de l'argent. Voilà. Et au final, on y arrive. Il y a beaucoup de résilience dans une entreprise.
Bravo. Moi, je suis d'accord aussi avec Damien, mais je ne suis pas aussi tranché que toi. Mais je suis d'accord sur le mécanisme des liquid pref. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lèvent des fonds n'ont pas du tout compris à quoi ils s'engagent. Et surtout, ce mécanisme est désastreux lorsqu'il y a un marché baissier, en effet. Donc, lorsqu'il y a tout le temps des possibilités de lever des fonds de plus en plus et que les valorisations augmentent, en fait, ça ne change pas grand-chose. Mais en effet, lorsque ça devient plus compliqué, ça peut faire très, 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 très mal business angel, fondateurs et aussi aux managers et aux employés de la boîte qui ont des BSPCE. Et on en parle, en fait, quasiment jamais. Et il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on fasse une table ronde là-dessus. Mais en dehors de ça, en revanche, je trouve que quand même, ce mécanisme-là, justement quand le marché est haussier, peut servir à accélérer. Donc ça permet justement de faire des belles valorisations, parce que c'est la raison pour laquelle il y a des belles valorisations, c'est parce qu'il y a des liquid pref. Et donc, ça permet, lever de l'argent, ça permet d'accélérer à certains moments de marché. Et donc, nous, on n'a pas craché dessus non plus, parce qu'en fait, on a levé aussi beaucoup d'argent dans l'histoire d'Iban First. Et ce qu'on a fait à un moment donné, ce qu'on a réussi à faire il y a 2 ans, c'est qu'on a réussi à aplatir notre capital. On a fait un LBO suivi de ces levées de fonds avec des VC, où on a mis toutes nos actions en pari passu, en fait, et on a détruit tous nos mécanismes de pref, qui a permis de beaucoup plus aligner les investisseurs et les managers sur le futur de la société. Donc, en fait, c'est comme une drogue, en fait, lever les fonds. Il ne faut pas être addict, quoi, parce que si on est addict, on a toutes les chances que ça finisse mal. Donc, tu l'as utilisé pour acheter une boîte, ça c'était bien. Oui, pour acheter une boîte, mais pas que, aussi. Pour aussi pumper un peu la vente et accélérer et embaucher des gens. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. On crame quasiment 2 millions par mois. Et c'est pas possible, je vais pas créer une boîte qui doit cramer 2 millions par mois. Ça nous est arrivé de cramer 2 millions par mois. Donc là, c'est le moment où on était vraiment addict, on va dire. Et puis on s'est sevré petit à petit. Et on s'est sevré, mais on s'est sevré et aussi on a grossi. Donc on a pu se sevrer sans avoir besoin de cash. Et, plus que ça, quoi. Et pour se sevrer, justement, vous avez été obligé aussi de couper dans les coûts, comme Damien le disait, de vous séparer du personnel? Non, en l'occurrence, parce qu'on a eu de la chance aussi, on a parlé avec Damien, et il s'est passé plusieurs choses. Et on a eu une certaine chance avec la remontée des taux aussi. Donc on va dire que notre business, sans des taux d'intérêt hauts, est proche de break-even, mais avec des taux d'intérêt qui sont élevés, est vraiment une cash machine. Donc du coup, la hausse des taux nous permet d'être tranquille et de continuer à investir. Et par contre, quelque chose qu'on suit vraiment, c'est la rule of 40. Donc on essaye de trouver le bon équilibre entre croissance et revenus, et croissance et EBITDA. Et donc la rule of 40, ça veut dire qu'on additionne notre chiffre, c'est pas un truc très comptable, je suis désolé, mais on additionne notre taux de croissance avec notre taux d'EBITDA et on essaie de faire en sorte que ça soit au-dessus de 40. Et du coup, ça ne nous inquiète pas si jamais on voit que la société est parfois en EBITDA négatif. Si jamais elle est un peu en EBITDA négatif, mais qu'on est en train de croître, par exemple de 10% EBITDA négatif, mais on est en train de croître à 50%, on se dit que ça va, on est au-dessus de 40, on a 40 ou plus, donc c'est bon. Et voilà comment on gère en fait cet EBITDA. Mais si on voit qu'on est dans une situation de marché où en fait on croit plus que de 30%, là on se dit que il faut être sûr d'avoir un EBITDA qui est sécurisé. En faisant ça, en fait, ça nous permet de piloter en fait ce risque qui est lié au levée de fonds et au retournement de marché sur les valorisations. Effectivement, vous remettez un peu en cause le critère de la croissance qui faisait foi un peu ces dernières années. Pour les autres qui sont sur scène, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous regardez aujourd'hui? Alors, on regarde également la croissance pour le coup, parce qu'on a des concurrents qui grossissent aussi, donc à un moment donné, on est obligé de s'y consacrer. Je dirais que nous, on a 2 gros indicateurs, et c'est pas très spectaculaire en soi. Il y a le chiffre d'affaires, les revenus, donc ça, on suit ça de très très près. Et les 2 autres, ça va être coût d'action marketing, le ROI, hyper important. Donc aujourd'hui, on fait assez peu de marketing au final, assez peu d'AdWords, assez peu de paid, parce que en tout cas eux ils s'enrichissent, mais nous c'est pas toujours le cas. Donc on en fait très peu et on est très regardant. Donc premier canal d'acquisition, ça reste le bouche-oreille chez nous.
Et enfin, le dernier, ça va être la satisfaction. Donc on est assez psychopathe, assez psychorigide sur la mesure du NPS, qu'on veut à la fois ni trop haut ni trop bas, parce que trop haut, c'est qu'à un moment donné, on offre trop par rapport à ce qu'on pourrait offrir, et trop bas, on n'aura aucune viralité. Voilà, donc on est vraiment focus sur tout cela. Évidemment, on en a des tonnes d'autres plus intermédiaires qui se déclinent, mais on reste sur ces grandes tendances-là. Merci. Alors, nous, du côté de Veracash, ça va être plus comme Maxime. On a une taille différente à mes confrères. On va mesurer surtout la marge, parce qu'on est avant tout des vendeurs d'or et d'argent métal. Et ensuite, oui, les chiffres d'affaires aussi. Ce qui est important aussi pour moi, avec l'actionnariat que nous avons, ça va être moins important de mesurer ce type de choses ou pour être typiquement à l'aise avec eux, c'est plus de les rencontrer régulièrement, leur montrer, communiquer avec eux. Ce sont des choses qui je peux pas leur expliquer ça parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Donc ça va plus se jouer sur cette confiance, transparence, communication, etc. Je voulais juste rajouter effectivement un truc, c'est que nous quand même, on mesure la croissance, mais je trouve que la Rule of 40 telle qu'elle l'a présentée Pierre-Antoine est effectivement un super indicateur quand on est en super croissance, en dehors de tout ce qui va être valorisation, etc., qui très vite, ça passe aux médias et ça parle à tout le monde, mais pour de vrai, ça cache souvent des réalités plus importantes qu'une simple valorisation. Ce que j'entends aussi de vos discours, c'est que dans un monde des startups où on parle effectivement de brûler du cash tout le temps, où vous êtes plutôt sur de la raison, sur réduire les coûts, c'est une parole un peu plus rare dans ce milieu-là. Est-ce que c'est un message que vous essayez de faire passer, de revenir un peu à la raison sur les dépenses ? Oui, complètement. Je crois qu'il y a un moment, avant d'être start-up, on est une entreprise, on est des chefs d'entreprise et ça fait appel à ce bon sens paysan. Typiquement, Notion, c'est très bien quand tu es 10 personnes. Quand tu es 250, tu lâches un organe, quoi. Ça coûte vraiment très très cher. Et puis, on peut multiplier la liste de ces outils qui sont super, etc. Donc, on est très vigilant. Nous, typiquement, tous les 6 mois, on a une petite phase de cost killing où on regarde les dépenses. On a quelqu'un aux achats qui négocie, qui renégocie et qui est très vigilant là-dessus parce qu'en fait ça peut vite déraper. Et de la même manière sur les salaires, puisqu'on est a priori, la masse salariale est chez tout le monde très, très conséquente, donc on s'assure qu'on est dans les clous, quoi, constamment. J'ai dirigé une banque avant et honnêtement je trouvais que le métier n'était pas si facile. Et puis sont arrivées des nouvelles banques. Et à l'heure où les nouvelles banques arrêtent, puisque Orange Bank c'est terminé, HSBC en France, donc l'ancien CCF, HSBC est obligé de donner beaucoup d'argent pour qu'on rachète finalement, on réalise que c'est en effet un métier pas si facile. Et je reviens sur ce que tu disais, Pierre-Antoine, sur l'importance de choisir son modèle économique, de bien comprendre comment ça fonctionne. Vraiment, on était dans le brouillard avec ces levées. La CPR a beau nous envoyer un courrier en disant « Attention, ne partez pas dans la néobanque, il y en a encore 40 ». Je ne comprends pas. Je dis « Qu'est-ce qu'ils attendent ?» Une carte bancaire à la boîte verte ou en bois, ça reste une carte bancaire, on connaît le modèle. Je veux dire, une carte bancaire de débit, ça n'a jamais fait un établissement rentable. Et donc, vraiment, c'est important de bien comprendre le modèle économique. Moi, en tant que business angel, quand j'essaie de comprendre et quand je découvre des choses comme l'émission de cartes prépayées pour les collaborateurs, qui est un business avec BFR négatif, qui n'aura pas besoin de lever l'argent. C'est là où je fais le meilleur multiple. Ils ont vendu WeDoGift, j'étais actionnaire à WeDoGift, j'ai fait x20 parce que ça a été vendu à Sodexo 20 fois ce qu'on avait, la valo initiale. Parce qu'ils n'ont pas levé d'argent. Et au départ, on le sait finalement. Mais il faut il faut exiger finalement de comprendre avant d'investir. C'est marrant ce que tu dis, ou sinon tu peux aussi jouer le Ponzi scheme. Il y a beaucoup de gens qui gagnent dans le Ponzi. Moi aussi j'ai fait des x20, x30 en investissant dans des boîtes et en vendant avant que tout tombe. Et ça c'est la crypto. Non, pas que les cryptos, je dirais pas les noms de ces boîtes-là, mais en effet, donc je pense que c'est aussi c'est ça, c'est que tout le monde était dans ce modèle-là en disant ça continue, donc on va pas perdre. Donc voilà.
Mais moi, mes meilleurs retours, c'est pas sur ces boîtes, c'est vraiment sur les boîtes avec le Ponzi Scheme. Donc c'est pour ça que tout le monde le faisait en fait. Tu vois ? Alors au final, si on veut viser la rentabilité, quand est-ce qu'on lève des fonds ou quand est-ce qu'on n'en lève pas, d'après votre expérience? Au début, il faut vraiment les fonds, parce que sinon on n'a pas le produit, on n'a pas la licence. Vous savez qu'en France, il n'y a pas de sandbox. Donc il faut tout de suite être d'équerre, parce que la CPR vient vous contrôler au bout de 2 ans. Donc il faut vraiment avoir, être conforme. Donc il faut absolument investir dans la conformité, donc il faut avoir les juristes, il faut avoir les licences, les systèmes, les produits. Au début, c'est normal de lever. 5, 10, 15 millions, c'est normal. Ensuite, il faut essayer de s'arrêter. Mais c'est difficile parce que on devient addict. Non, je suis d'accord. Bien sûr, au début, c'est très bien, mais dès le départ, je pense qu'il faut quand même avoir un business model aussi. Moi, j'ai créé ma première société en 2006 qui s'appelait Cambist, que j'ai revendue à Saxo Bank. Et en fait, cette société a été rentable à partir du premier jour. Ça veut dire j'avais des clients qui me payaient et c'est comme ça que j'ai financé cette croissance day one. C'est vrai que j'aurais pu aller plus vite en levant des fonds à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. De toute façon, il n'y avait pas d'écosystème aussi à ce moment-là pour le faire. Mais je veux dire, on peut même, je pense, c'est possible de créer des sociétés. Si on ne se paye pas de salaire ou un tout petit salaire ou machin, on a une petite équipe, on peut déjà créer un truc qui peut être au début un peu rentable et à partir de cette base aussi peut-être lever des fonds, mais en effet pas aller trop loin non plus. Il faut pas, ou alors, si on est sur un super business model et qu'on valide cette Rule of 40 par exemple et qu'on est sûr de nos métriques et qu'il faut appuyer très fort à un moment donné, ça vaut le coup en effet de faire des méga levées. Mais en fait, c'est très rare. Je veux dire, c'est peut-être 10% des boîtes qui peuvent avoir des business models qui justifient des super méga levées à un moment donné pour donner un coup d'accélérateur à la croissance. Et oui, nous, c'est pareil, on n'a pas envie de jouer à Squid Game, qui est un peu l'analogie qu'on voit sur les levées. Donc, nous, on est 6 associés fondateurs. Donc, on se connaissait déjà d'avant, depuis une dizaine d'années. Donc, on connaissait très très bien le marché, donc en fait on savait assez précisément ce qu'il fallait faire et ce qu'on savait c'est qu'un MVP on ne pourrait pas le vendre, donc en fait il fallait dès le début faire quelque chose de vendable et on savait ce qu'il fallait faire. Comme on était 6, on avait du réseau, on avait des compétences, donc en 3 mois de temps on a fait quelque chose qu'on a pu vendre et après les choses ont continué de façon assez linéaire, étape par étape finalement. Et de ce fait-là, on n'envisage pas de faire des levées de fonds. Alors, c'est d'ailleurs pas faute d'être sollicité pour. Et plus on rencontre des fonds, mieux on se dit plus on se dit qu'on a bien fait de pas y aller, parce qu'on voit qu'ils ont une vision assez superficielle du marché, là où nous on a une vision très profonde. S'ajoute à ça la barrière de la langue aussi. Avec le petit TOEIC que j'ai, on se rend compte que les échanges vont être compliqués. Et que quand on parle de compta de trésorerie ou compta d'engagement, on peut pas voir le fond qui nous dit ok, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. En fait, c'est fondamentalement structurant. Donc voilà, je dis pas qu'on lèvera jamais de fonds, mais en tout cas, on repoussera l'échéance le plus possible. Moi, je suis de l'avis de Damien. Effectivement, il faut lever des fonds au début. Nous, la première petite levée des fonds que nous avons fait, ça nous a permis donc de lancer notre application mobile. Et ça, c'était important. Et puis ensuite, la deuxième, ça nous a permis d'améliorer notre produit, amener un côté plus bancaire à cette offre de métaux précieux. Mais je suis totalement d'accord avec lui. Je voudrais signaler quelque chose aussi que Damien et Pierre-Antoine ont dit et qui me paraît important. C'est il faut déjà avoir en tête un business rentable avant de les lancer. C'est Damien qui l'a dit, c'est clair et net. Et je pense ensuite quelque chose qui est important aussi, qui a plus ou moins été dit, c'est de se respecter et de se dire ça c'est le business tel que je l'ai imaginé. Et il faut souvent revenir aux racines et aux fondamentaux de pourquoi on a lancé un business. Et si on y croyait au début, il faut continuer de croire. C'est le fameux why de Simon Sinek. Je pense qu'il faut souvent se dire, revenons à ce pourquoi on a fait ça. Et moi, pour la petite histoire, je connaissais la boîte de Pierre-Antoine, qui ne s'appelait pas comme ça au tout début. Et en fait, quand je vois comment elle était au début, l'entreprise, et comment elle est aujourd'hui,
eh ben bravo, ça a été respecté. Donc voilà, c'est important quand même de revenir souvent à ses racines. Et des fois, pour être rentable, renoncer aussi à certaines choses pour atteindre cet objectif? Oui, ça constamment, je pense. Enfin, c'est une histoire de choix à tous les niveaux. Je sais pas, ça peut être sur des embauches. Pour le coup, les licornes en puissance ont amené à avoir des salariés excessivement au-dessus du marché. Et donc, ça paraît chouette de dire, ah tiens, j'ai un candidat qui vient de telle boîte. Sauf qu'en attendant, le salaire est juste délirant. Donc en fait, clairement, à chaque fois qu'on a eu ce genre de candidature, ça n'a jamais abouti parce que non seulement culturellement, ça ne passerait pas, dans la façon de travailler aussi, en fait, puisque les habitudes qui ont été prises ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en plus, d'un point de vue masse salariale, ça nous mettait en péril, ça nous aurait mis en péril. Donc oui, il y a des renoncements systématiques, même sur des features. Alors pour le coup, on a un produit très horizontal, nous, à la base, puisque ça va pré-compta, compta, compte pro, juridique. C'est déjà excessivement horizontal. Mais ceci dit, il y a une vraie cohérence dans ce qu'on fait. Et la tentation, des fois, d'aller plus loin, on l'a tous les jours. C'est-à-dire que des features requests, on en a des centaines et des centaines. On a beau être 250, on ne peut pas dire amen à tout le monde. Et donc, c'est là où le NPS, on le mesure, puisque on sait que si on disait amen à tout le monde, il serait sans doute plus haut, mais nous, on serait sans doute sous l'eau aussi. Donc oui, on renonce et on insatisfait quelque part l'utilisateur, mais déjà, c'est pour le bien de la simplicité du produit et c'est pour notre capacité à maintenir le cap. Hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi ton NPS du coup? Il est à peu près à 40 globalement. Ah, 40, ok. Putain, du coup, nous, je suis hyper fier de dire qu'on est à 75, mais du coup, il faut qu'on arrête, on arrête les features, ouais, c'est tout. Et, ok, non, j'ai appris un truc, je vais faire encore des économies, c'est cool. Et je pense que, ouais, bien sûr, entreprendre, c'est tout le temps dire non, en fait. Et après, moi, c'est mon truc aussi d'être hyper focus. Donc toi, tu arrives à faire un truc horizontal, mais qui a quand même une cohérence. Nous, on essaye de faire quelque chose qui est vraiment hyper spécialisé et d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Du coup, à chaque fois qu'on a envie de s'éparpiller un peu, on arrête, même si on voit des opportunités, on arrête parce que c'est pas comme ça qu'on va arriver à avoir le meilleur produit et la rentabilité aussi. Donc il y a vraiment un lien avec ça, en étant hyper focus. Il y a par exemple un produit que moi j'adorais, que j'avais beaucoup poussé, et qu'on a arrêté en cours de route, qui s'appelait, donc la société s'appelle IBAN First, on avait créé un produit qui s'appelait IBAN Start, et c'était un produit pour faire des certificats de création certificats de dépôt de création d'entreprise. Donc lorsqu'on crée une boîte, on est obligé d'avoir un papier qui est tamponné, qu'on doit apporter à la banque ensuite, on doit ouvrir un compte en banque pour pouvoir créer sa boîte au début, et on avait créé tout un système avec le certificat qui était fait dans une banque, on avait avec une API et tout, c'était fabuleux comme système. C'était mieux que ce qu'il y avait sur le marché, parce qu'à l'époque sur le marché il y avait que Conto qui faisait ça, mais avec des notaires, c'était pas complètement automatisé, c'était pas top. Nous, notre système, franchement, c'était le meilleur, c'était hyper innovant, personne ne le faisait. Mais une fois qu'on faisait ce certificat, en fait, on ne voulait pas voir le client, parce que le client, c'est quelqu'un qui crée sa boîte, donc qui a un petit compte en euros, qui ne va pas être rentable. Donc on se disait, non, maintenant tu pars. Et le mec, il ne voulait pas partir. Et aussi, il voulait plein d'autres services qu'on n'était pas capable de fournir, donc des cartes, des je sais pas quoi, des trucs comme ça. Et aussi, du coup, nous, pour rendre ce service qui était bien meilleur que le reste du marché, on le faisait payer ce service. Donc on faisait payer 150 €. Et très vite, il disait, mais non. D'ailleurs, en fait, c'est là où on s'était parlé. Ouais, voilà. On s'était parlé à l'époque. Et ce que je disais, c'est super, on va faire un truc ensemble. Et vous disiez, mais non, mais pourquoi le faire payer 150 balles Donc on n'avait pas réussi à s'entendre sur le truc. Mais en fait, parce que c'était notre coût en interne. Notre coût en interne, probablement, était même assez élevé. On ne fait pas 150 € de marge sur un truc comme ça. On fait, ça se trouve, 50 € de marge. Donc il faut en faire vraiment des milliers, des dizaines de milliers de certificats de dépôt pour que ça fonctionne. Donc ça marchait bien, les gens adoraient. Mais derrière, ce n'était pas un business rentable. Et on ne voyait pas ce qu'on pouvait en faire de plus par rapport à notre offre centrale qui est l'offre IBAN First. Et du coup, on l'a arrêté, ce service. Et voilà, j'étais très triste mais pendant pas longtemps. Mais et puis voilà, mais donc ouais, c'est vraiment dire non. Puis j'en ai plein des exemples comme ça, quoi. Mais voilà.
C'est vrai que les dirigeants ont toujours plein d'idées et il leur faut absolument un contre-pouvoir pour leur dire non, parce que sinon, moi je suis toujours le premier à vouloir faire plein de choses et j'ai dû accepter, par exemple, qu'on ne serve pas l'e-commerce. Voilà. Donc les Monway est concentré uniquement sur les marketplaces, B2C, B2B, alternative finance. Et au niveau des marchés, combien de fois j'ai envie d'aller en Pologne tout de suite, mais on me dit mais non. J'ai quelques clients là-bas quand même, mais on me ralentit parce que c'est pas l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est déjà avoir une belle part de marché en Allemagne, qui est vraiment le gros potentiel en Europe. Mais c'est dur de dire non. Et j'ai toujours une pensée pour tous les collaborateurs qui nous ont accompagnés depuis le début et qui n'ont pas pu bénéficier du fait d'être dans une entreprise profitable. Je veux dire, les events qui sont organisés au ski, etc., ça, on ne faisait pas. Alors, on en a fait un, maintenant qu'on est rentable, on en a commencé, mais pas au ski, mais au printemps. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important de gagner de l'argent aussi pour eux. C'est important de gagner de l'argent pour qu'un jour ils aient l'intéressement, la participation, et qu'on puisse les augmenter. C'est important de gagner de l'argent pour que nos partenaires bancaires, notre écosystème ait confiance en nous et que le régulateur et les régulateurs en général arrêtent aussi d'avoir peur. Ils ont encore plus peur que nous. Quand on perd de l'argent, c'est constamment, quoi. On doit expliquer comment on termine les prochains 6 mois, etc. C'est insupportable. Et on en a parlé justement un peu tout à l'heure des salariés. C'est pas plus difficile d'embaucher quand on est rentable par rapport à ceux qui brûlent du cash? Moi, c'est marrant ce que tu dis, parce que nous, c'est le contraire. C'est qu'on enlevait plein de blé, qu'on faisait des trucs au ski, les Rolex pour les meilleurs vendeurs et tout, c'était de la folie, quoi. Mais c'est quand tu lèves de l'argent, normalement, tu fais ça. Mais quand tu es rentable, justement, tu fais pas ce genre de truc pour être rentable. Mais bon. Mais donc, ouais, les salariés, en effet. Et je pense que c'est une question d'ADN. On attire des gens avec le même ADN que soi, le même ADN que la boîte. Et si quelqu'un veut être dans la super licorne qui a levé énormément d'argent, mais dont l'avenir est incertain, il va dans ce genre de boîte. Et si quelqu'un veut dans une boîte... là, il y a plusieurs couleurs de boîtes différentes en termes de levée de fonds, d'oursin dans les poches. Donc voilà, selon sa personnalité, on peut choisir la boîte qui correspond le mieux. Après, je dis oursin dans les poches, mais aussi il y a Entreprise Libérée, je crois, qui est super cool. Donc tiens, je vais parler. Alors, pour le coup, les séminaires, c'est un vrai sujet. En fait, typiquement, les boîtes qui ont levé beaucoup embauchent beaucoup. Du coup, se connaissent pas tellement, donc font 3 séminaires à la mer, à la montagne, etc. Nous, on embauche régulièrement, mais à petit rythme. Et pour le coup, on a fait un séminaire à Nancy, c'était super, et c'est une super ville. Donc voilà. Est-ce que c'est plus difficile d'embaucher quand on n'a pas levé? En fait, c'est un phénomène qui se passe depuis 1 an ou 2. C'est que nous, on a des gens qui sont bien contents qu'on n'ait pas levé de fonds et qui sont, alors pour le coup, des salariés de Pumpkin. On en a eu qui nous ont dit, putain, on est passé par une boîte qui avait levé des fonds ou des Foodora, des trucs comme ça. Ils nous ont dit, wow, c'est la machine à laver. En fait, on avait une pression de psychopathe et en fait, on est sorti de là rincé, quoi. Donc à l'inverse, on commence nous vraiment à avoir une lame de fond de salariés qui viennent et qui sont attirés par notre histoire. Après, on a, nous, une culture d'entreprise qui est assez particulière, assez atypique, qui s'inspire de la philosophie d'entreprise libérée. Donc, en 2-3 mots, ça veut dire qu'on offre beaucoup de liberté à nos salariés sur les horaires, sur les congés, sur le lieu de travail et sur le salaire. Voilà. Et personne n'a de titre, grosso modo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prendre 25 jours de congés par an comme n'importe quel salarié français, ou tu peux en prendre 29, ou tu peux en prendre 22. Et ça, on s'en fout un petit peu, on ferme les yeux. Évidemment, si tu en prends 45, tu as intérêt d'être une brute de productivité, mais généralement, on s'en rend compte. Pareil sur les horaires. Entre un dev et un biz-dev, pas du tout le même cycle du sommeil, on va dire. Et ensuite, le salaire. L'idée, c'est qu'on ne voulait pas être dans une politique vraiment, nous, top-down, où on fait un entretien annuel, où il y a des objectifs, tu les atteins pas. Parce qu'en fait, un dev, il ne marche pas à ça. Il va toujours dire qu'il n'est pas responsable de ça. Et à l'inverse, on ne voulait pas avoir des sales qui se jouent, prenez l'exemple tout à l'heure, qui sont Mbappé, ok, super, j'ai mis 2 buts, mais si on en a pris 3, on n'a pas gagné, en fait, collectivement, on n'a pas pris les 3 points, donc ça n'a pas de sens. Donc l'idée, c'est que chacun peut choisir son salaire. Alors,
Il y a tout un tas de petits contrôles, de règles. Au début, on avait un pourcentage maximum à ne pas dépasser. Maintenant, on a un montant maximum à ne pas dépasser. Mais par contre, la fréquence à laquelle on peut le faire est plus libre. Ça ne nous a pas nécessairement aidé à recruter. Par contre, c'est un facteur de rétention qui est énorme. Aujourd'hui, les gens, donc on mesure aussi le NPS, donc la satisfaction des collaborateurs. Ça, pour le coup, on essaie d'avoir un peu plus que 40. Là, on est plutôt à 65, voilà. Voilà, et ce qu'on essaye de faire justement, c'est qu'il y a un vrai équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on a des gens qui ont 50 ans, il y a des gens qui en ont 20, et on n'a pas la même vie à ces moments-là, avec des enfants, la province, etc. Donc voilà, on essaie de laisser beaucoup de flexibilité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des data scientists qui sont chez nous depuis, je pense, depuis 2016. Et pourtant, ils ont un LinkedIn qui est hyper agressé par les recruteurs. Et malgré tout, ils sont bien chez nous parce qu'on leur laisse de l'autonomie, de la flexibilité. Ils ont du sens à ce qu'ils font. Et voilà, on ne les emmerde pas trop. Eh bien, nous, on voit parfaitement que quand on lève des fonds, certains talents vont aller vers les boîtes qui ont levé des fonds. Il n'y a pas de souci, on les comprend parfaitement. Après, comme disait Pierre-Antoine, par exemple, ça joue aussi sur la couleur, les valeurs. Je pense que nous, on sait faire un effort là-dessus. Et voilà, nous sommes sur Bordeaux, donc il y a de plus en plus des bons joueurs qui arrivent aussi sur la FinTech là-bas. Mais quand nous, on voit, je pense que c'est le cas de tout le monde, combien ça coûte un recrutement, un bon recrutement, mais surtout combien ça coûte un mauvais recrutement, c'est là où je pense qu'on réfléchit deux fois avant négliger les conditions ou l'état d'esprit des collaborateurs. Pour finir, si vous pouviez donner chacun un conseil pour les entrepreneurs, soit qui se lancent ou soit qui sont encore accros au levée de fonds, vous leur diriez quoi? Ne pas accepter d'action de préférence. De mettre tout le monde sur le même niveau, c'est pas mal. Quitte à baisser la valeur de la boîte. Parce que valoriser trop son entreprise, ça peut être un piège lorsque le marché se retourne. Ouais, c'est un bon conseil. Moi, je me souviens de la première levée de fonds que j'ai faite. J'avais une term sheet avec des actions de préférence et une sans action de préférence. Et celle qui était sans action de préférence, c'était avec Xavier Niel, mais qui n'était pas un investisseur VC traditionnel. Donc c'était le seul en fait à proposer ça. Mais malheureusement aujourd'hui, surtout quand le marché est comme ça, tout le monde a des préfs, hein, plus que jamais, quoi. Donc je pense que c'est très compliqué. Donc moi je donnerais ce conseil-là, si c'est possible, trouver un investisseur qui n'est pas un investisseur VC classique, qui exigera des actions de préférence, donc quelque chose d'un peu alternatif, surtout au début. Ça fait peut-être pas de mal. Et encore une fois, trouver le business model dès le départ, trouver le pain qu'on peut résoudre, et en même temps être sûr que ce pain est quelque chose qui va rapporter de l'argent, ou sur lequel on pourra gagner de l'argent, on pourra faire payer des clients pour résoudre ce pain. Moi, je dirais qu'il faut être sage, c'est-à-dire qu'il faut connaître son marché, pas le surestimer, pas se surestimer, se dire qu'on va aller à l'international si on n'en a pas les moyens, etc. Donc voilà, rester rationnel, lever des fonds, je pense que c'est évidemment juste un moyen, c'est pas une fin. Et il y a parfois plusieurs moyens d'arriver aussi à ces objectifs. Donc pas jurer que par ça, parce que ne serait-ce que le temps que ça consomme de lever des fonds, c'est du temps où les cofondateurs, donc a priori ceux qui peuvent apporter énormément de valeur à l'entreprise, ne le consacrent pas aux gens. Donc restez focus sur cet objectif. Du coup, moi, pour apporter une coloration différente au conseil des autres, je resterai, même si je l'ai déjà dit, sur cette notion de boussole, de savoir d'où on vient, vers où on veut y aller. Et donc, si, en tant que moyen, il faut lever des fonds, essayer de trouver idéalement un actionnaire qui peut partager certaines des valeurs de la boîte ou de l'entrepreneur. Voilà. Merci beaucoup à vous quatre. Merci pour ces échanges très intéressants.